Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons nous attacher à essayer de comprendre les causes de la désindustrialisation en France. Alors, récemment, une commission d'enquête a été créée pour analyser les causes de la chute de l'industrie, de la part de l'industrie dans le PIB de la France. Et à cette occasion, j'ai pu rencontrer Nadine Levrato, que je reçois aujourd'hui, qui est chercheuse, et donc qui va nous aider à comprendre en fait les ressorts du capitalisme français. Et est-ce que ce capitalisme français est encore porteur de croissance tel qu'on nous le vante? Donc bonjour Nadine Levrato, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Nadine Levrato, je suis économiste, directrice de recherche au CNRS et directrice d'un laboratoire de recherche qui s'appelle Economics, qui est à l'Université Paris-Nanterre. Et je travaille principalement sur les trajectoires des entreprises et leurs relations avec le territoire. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on nous parle très souvent du modèle industriel allemand qui a su garder ses PME, qui a su garder des entreprises de taille intermédiaire. Et contrairement au modèle français qui a beaucoup délocalisé avec ces très grandes entreprises qui créent des unités de production très loin à l'étranger, notamment en Asie. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les différences fondamentales qui existent entre le capitalisme allemand, qu'on dit familial, et alors peut-être que c'est pas tout à fait, c'est un peu simpliste, mais quels sont les ressorts de la différence entre ce capitalisme allemand et ce capitalisme français? Alors tout d'abord, ces différences sont structurelles, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde sur le temps long, on s'aperçoit que depuis longtemps, il y a une différence de la distribution par taille et de la répartition des activités entre la France et l'Allemagne. Il y a eu énormément de travaux statistiques et de recherches pour documenter ces phénomènes. Le fait est que la structure productive française se caractérise par deux groupes majoritaires, les très petites entreprises et les très grandes entreprises. Et entre les deux, il y a un creux. En Allemagne, on a ce phénomène, bien sûr, mais de façon beaucoup moins marquée. Et les entreprises allemandes, notamment les entreprises industrielles, bien sûr, ont su conserver un tissu de moyennes entreprises, le Mittelstand, qui ont une particularité, c'est d'être plus indépendantes que les entreprises françaises, dans le sens où les grandes PME françaises sont pour la plupart des filiales de grands groupes, alors que les entreprises industrielles allemandes sont davantage structurées par un capitalisme qu'on va appeler familial, même si bien sûr il existe des fonds d'investissement et des outils d'equity finance, mais ce financement en fonds propres par les organismes d'equity finance a été plus important en France, où en plus on a vu un phénomène de LBO, donc de rachat d'entreprises par des entreprises, qui a été très fortement marqué. Il a été très fort notamment dans la vallée de l'Arve, où il y avait beaucoup de micromécanique, d'autres tissus locaux qui ont été très pénétrés par des fonds d'investissement sur lesquels les entreprises essaient de revenir aujourd'hui, parce que ça conduit à siphonner leur trésorerie et donc à les empêcher d'investir dans du capital productif. Et donc, on a ces différences de structure, de capital, de structure d'activité, de structure de taille entre les entreprises françaises et allemandes qui modèlent vraiment le fonctionnement de l'industrie. Donc là, ce que vous avez décrit, notamment sur le modèle français, c'est une très forte financiarisation de l'économie, c'est-à-dire c'est un modèle où finalement l'endettement a une place très importante et où la distribution de dividendes aussi est induite par ce modèle-là pour rentabiliser l'investissement des investisseurs extérieurs, et notamment des fonds. Oui, alors lorsqu'on regarde de plus près les bilans des entreprises et la structure du passif, notamment des entreprises, on s'aperçoit de différences aussi entre la France et en Allemagne. En France, le niveau d'endettement est plus élevé qu'en Allemagne globalement. Mais si on y regarde de plus près, toutes les entreprises ne bénéficient pas de la dette. Celles qui sont les plus endettées sont les grandes
les filiales de groupe et les têtes de groupe. Et ce qui est surprenant de constater aussi, c'est que cet endettement s'accompagne d'un fort niveau de liquidité. C'est-à-dire que les entreprises s'endettent, mais n'investissent pas forcément. Et ça, c'est lié à ce que vous indiquiez, la financiarisation du système industriel français, qui a été beaucoup plus marqué qu'en Allemagne, et qui explique que les niveaux de dividendes soient finalement plus élevés en France qu'en Allemagne, parce qu'on a cette structure de gouvernance, cette structure de détention du capital qui engage davantage des apporteurs de fonds propres. Alors c'est vrai que c'est un problème parce que plus on distribue de dividendes et moins on a de capacité à réinvestir dans l'entreprise. Et au-delà de la structure du capital, donc on essaie de comprendre en fait comment les aides publiques ont joué un rôle dans le modèle économique français. Et on se rend compte que beaucoup d'argent ont été déversés, notamment ces 20 dernières années, de manière croissante. Beaucoup d'argent public ont été déversés via des mécanismes notamment de crédit d'impôt, mais aussi d'aides directes aux entreprises, sans forcément avoir un effet levier de réindustrialisation ou de relocalisation. Et notamment, on a ce modèle du crédit d'impôt recherche qui a explosé depuis une quinzaine d'années, car ses modalités de calcul ont changé. Et finalement, on se rend compte que ça n'a pas forcément contribué à de la relocalisation d'unités de production. Oui, les aides aux entreprises représentent, alors selon les sources, entre 150 et 200 milliards d'euros par an. Tout type d'aide confondues. Et parmi ces aides, les principales sont les exonérations de cotisations sociales. Et juste derrière arrive le crédit impôt recherche, donc, qui a été réformé en 2008. Il date donc du début des années 80. Son mode de calcul a changé au fil du temps. Et en 2008, grande réforme du crédit impôt recherche, parce que les entreprises se plaignaient de sa complexité, et notamment les PME, puisqu'il avait déjà fait l'objet d'une réforme, mais il restait relativement difficile d'accès aux PME parce qu'il était fondé sur la variation des dépenses de recherche et développement. En 2008, Nicolas Sarkozy veut faire de la France le pays le plus généreux en matière de crédit impôt recherche. Et donc, au lieu de passer en calcul de variation des dépenses de recherche et développement, on passe en niveau de dépenses de recherche et développement, avec donc un crédit impôt recherche de 30% jusqu'à 100 millions d'investissements en R&D et 5% au-delà. Donc là, on voit une envolée et du nombre de bénéficiaires et du montant aussi de cette créance. Le crédit impôt recherche, c'est aussi du crédit impôt innovation, et qui est beaucoup moins important en termes quantitatifs et qui ne s'adresse pas non plus aux mêmes entreprises en fait. Lorsqu'on regarde donc qui sont les bénéficiaires de ce crédit impôt recherche, sur le crédit impôt recherche au sens strict, ce sont les grands groupes industriels et notamment la pharmacie dont on a beaucoup parlé avec la crise du Covid. Le crédit impôt innovation, en revanche, bénéficie principalement aux grandes entreprises de services, notamment les sociétés de services informatiques, et dans une moindre mesure tout le secteur des experts en recherche et développement, donc les laboratoires qui externalisent la R&D. Ce sont bien sûr les très grandes entreprises aussi qui sont bénéficiaires de ce crédit impôt recherche. Donc on a un ciblage qui finalement porte sur une partie de l'industrie, les grands groupes, et qui en termes d'évaluation, on va dire, ne produit pas forcément les effets attendus. Alors, comment le sait-on ? Bien d'abord, il y a depuis très longtemps des évaluations qui sont faites par les académiques et par la commission spéciale dédiée à cette évaluation, la CNEPI, qui montre que le crédit impôt recherche, finalement, produit des effets sur la dépense de recherche et développement, ce qui est normal puisque les exonérations, enfin le crédit d'impôt plus exactement, est calculé en fonction de la dépense de R&D. Donc plus il y a de crédit d'impôt, plus il y a de dépenses de recherche et développement
par les entreprises. En revanche, lorsqu'on regarde les résultats de cette dépense de recherche et développement, c'est beaucoup moins net. C'est-à-dire que l'emploi des chercheurs et des ingénieurs, le nombre de brevets ou l'exportation de produits innovants de haute qualité n'ont pas véritablement bénéficié d'un effet d'entraînement. Et qu'il y a finalement une disproportion entre l'injection de fonds publics sous la forme de dépenses fiscales et le résultat qui est observé. Alors c'est vrai que quand on regarde ce crédit d'impôt recherche, il est ciblé évidemment sur les recherches, sur les dépenses de recherche, mais derrière, il n'y a aucune conditionnalité sur la suite de la chaîne de production. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire qu'on a des groupes qui ont localisé des équipes pour bénéficier du crédit d'impôt recherche, mais qui peuvent faire la suite du développement ailleurs. Et d'ailleurs, les brevets sont souvent inscrits dans des pays à très très basse fiscalité. Et puis surtout, la production industrielle dans les pays à bas coût de main-d'œuvre. Et pour prendre un autre exemple, récemment, le gouvernement a souhaité faire passer la baisse des impôts de production. Donc ça, c'est passé il y a un an en loi de finances, et notamment la CVAE et la CFE. Tout ça coûte en gros 10 milliards d'euros par an. Ce sont d'ailleurs des impôts locaux qui allaient aux collectivités locales qui sont chargées notamment d'investir sur les territoires et sur l'aménagement des territoires qui reçoivent des entreprises, et notamment des unités de production. Donc ce sont des ressources publiques en moins. Est-ce que réellement cette baisse des impôts de production aura, selon vous, un effet levier sur la relocalisation, encore une fois, d'unités de production ? Là encore, c'était un grand enjeu des négociations entre les organisations représentatives des entreprises et les gouvernements successifs, puisque la baisse des impôts de production fait partie des demandes récurrentes des entreprises. Alors, le plan de relance l'a introduit comme une solution à la crise du Covid, mais c'était une demande qui venait de très loin. Ces impôts de production ont été réformés, là aussi, puisque toujours le même Nicolas Sarkozy avait impulsé une très forte réforme de la fiscalité locale avec la disparition de la taxe professionnelle et l'introduction de taxes de substitution, dont la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et la contribution foncière des entreprises, qui font aujourd'hui l'objet de ce nouvel allègement de 10 milliards par an. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces impôts locaux, appliqués aux entreprises, en fait, ne s'appliquent pas, loin s'en faut, à toutes les entreprises. Les plus petites sont complètement exonérées. Les petits montants étaient déjà plus exactement compensés par l'État. Et donc, on a une extrême concentration de la CVAE et de la CFE sur les plus grandes entreprises, notamment industrielles, puisque ces taxes sont calculées sur la détention de locaux industriels. Et de plus, il y a des seuils, dans le sens où ces taxes locales ne peuvent pas dépasser un certain niveau de la valeur ajoutée des entreprises, et on a donc une distribution extrêmement concentrée. La majorité des entreprises ont des taxes à la production qui représentent moins de 0,5% de la valeur ajoutée, donc c'est infime, et il y a un plafond à 3%, donc on a un petit pic d'entreprises à ce niveau-là. Donc on considérait que c'était déjà trop, même si, alors c'est intéressant de mentionner, beaucoup d'entrepreneurs, notamment industriels, considéraient que ce n'était pas du tout une entrave à leur investissement. Il y a eu des débats entre les entreprises et les experts de fiscalité locale qui ont été conduits au sein de la DCF, notamment dans le réseau Finance Locale, qui est animé par des collègues de la DCF et des universitaires, qui montraient que ces taxes ne gênent pas particulièrement les entreprises, et surtout que le nomadisme des entreprises n'est pas expliqué par cette fameuse fiscalité locale. Donc là, on réforme, le coût budgétaire va être de 10 milliards par an.
environ, avec un effet attendu qui est extrêmement discutable, puisque on a fait des calculs dans le cadre d'une thèse de Mathieu Ch'tioui, qui a été encadrée à Economics, qui montre que les entreprises, finalement, vont avoir une capacité d'autofinancement qui va être très légèrement améliorée par cette baisse des impôts de production, et que là encore, la capacité d'autofinancement en hausse va être bien moins que proportionnelle aux économies qui seront réalisées. Donc l'effet sur l'investissement réel sera extrêmement faible au total. En revanche, et c'est ce que vous signaliez aussi, l'impact sur les recettes fiscales des collectivités, là, va être extrêmement sensible. Au début, l'État a prévu de compenser intégralement, mais d'une part, ça réduit l'autonomie de décision des collectivités locales, et surtout, ça les prive d'un levier d'action aussi bien au niveau des communes que des collectivités locales qu'elles pouvaient utiliser pour financer de l'investissement. Et cet aspect est vraiment important parce que on a tendance parfois à dissocier les recettes des dépenses fiscales. Mais il faut penser les deux comme un tout. Et ce que l'on sait, ce que Business France aussi présente aux entreprises à l'étranger, c'est que la France est un pays d'accueil intéressant pour les investissements industriels parce que les services publics, ils sont de qualité. L'électricité, la formation, la santé encore. Et cela nécessite des dépenses qui sont pour partie réalisées au niveau des collectivités locales qui risquent d'être gênées par cette future baisse des retraites liée à un problème d'indexation du système compensatoire. Oui, alors on voit bien là un discours quand même assez différent de ce qui a été vendu au moment de la baisse des impôts de production. Parce que ces impôts de production, ils ont souvent été expliqués comme étant la cause du manque d'attractivité des territoires. Or, on voit qu'en tous les cas, les impôts qui ont été choisis n'ont pas une ampleur telle qu'à eux seuls, ils vont pouvoir inciter à la relocalisation. Alors, du coup, là, on a vu un peu des mauvais exemples de dépenses publiques, en fait, qui n'ont pas servi à l'industrialisation. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des remèdes pour justement inciter à la relocalisation notamment d'unités de production? Alors, pourquoi ça nous intéresse? Parce que ça crée de l'emploi. Et puis aussi, on a des enjeux aujourd'hui en termes de souveraineté économique. Et on s'est rendu compte au cœur de cette pandémie que peut-être la France était un peu trop démunie. Alors, selon vous, quel serait le bon cocktail de solutions pour essayer d'inciter à relocaliser de l'activité économique en France? Ce que l'on remarque dans la distribution des aides aux entreprises, c'est que pour la très grande majorité, aussi bien en nombre d'aides qu'en montant attribué, ces aides sont ciblées sur les entreprises individuellement. C'est-à-dire que chaque aide alimente directement une entreprise. Or, ce qui fait un tissu productif, ce n'est pas l'entreprise, ce sont les relations entre les entreprises, donc aussi bien vers l'amont que vers l'aval, et donc l'ancrage de chaque entreprise dans un tissu local. Et une proposition pourrait donc être de remplacer des aides individuelles par des aides collectives pour justement favoriser des projets qui regroupent plusieurs entreprises ou des entreprises et des acteurs non entrepreneuriaux, publics ou d'autres acteurs privés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, la politique des pôles de compétitivité ou le programme Territoire d'industrie sont des tout petits programmes. Quand on compare aux 150 milliards d'aides aux entreprises, ça se compte en centaines de millions d'euros. Donc on est sur des montants qui sont beaucoup plus faibles, mais qui en revanche ont un effet multiplicateur et un effet local qui sont assez importants parce qu'ils ont comme immense avantage de fixer des projets sur les territoires. Ce sont, alors pour territoire d'industrie, ce sont des
des couples élus locaux, entrepreneurs qui sont porteurs d'un projet de territoire qui va fédérer un tissu productif local. On a aujourd'hui des exemples de réussite à travers l'installation de gigafactories en Moselle, dans le nord de la France, autour de Montpellier, qui présentent toute la caractéristique d'être orientées sur la production de biens qui sont liés à la production d'énergie renouvelable. Donc en plus, c'est bon pour la transition écologique. Et donc ces programmes collectifs d'aide aux entreprises qui sont finalement assez peu développés pourraient constituer une solution intéressante, moins onéreuse et probablement efficace de maintien de l'industrie d'abord et de relocalisation des entreprises ensuite. Donc en fait, ce que vous nous expliquez là, c'est de plutôt mettre en œuvre une vraie stratégie de relocalisation plutôt que de déverser uniquement des liquidités par des aides directes ou indirectes sur les entreprises. Oui, tout à fait, d'autant que ces aides, directes ou indirectes, sont finalement assorties d'assez peu de conditions, voire d'aucune condition du tout. Et on l'a vu pendant la crise du Covid, où il s'est agi de dépenser et d'aider les entreprises, quoi qu'il en coûte. On a eu des exemples célèbres, Air France, Sanofi, qui ont bénéficié de plusieurs milliards d'aides dans le cadre des plans d'urgence et du plan de relance, qui se sont soldés le lendemain de l'annonce de l'aide exceptionnelle par des licenciements, des réductions de voilure et parfois même par la distribution de dividendes. Donc la conditionnalité d'un côté et l'aide accordée à des projets collectifs de l'autre pourrait permettre de discipliner un petit peu ce système qui aujourd'hui atteint des limites puisque le poids sur le budget de l'État et sur les ressources des collectivités locales devient presque ingérable. Merci beaucoup. Alors là, je pense qu'on a bien vu une vision d'un modèle qui serait beaucoup plus régulé, notamment de l'intervention publique dans l'économie et dans les aides aux entreprises. Et ce sera très certainement un enjeu très fort de l'année 2022, puisqu'on est encore au sortir de budgets publics qui ont vraiment irrigué l'économie comme jamais, au point de vue volume d'aide publique. Et je pense que la discussion autour de la conditionnalité des aides va être un vrai enjeu de politique publique pour l'année électorale qui vient, ainsi que la vision d'une réelle stratégie en matière industrielle. Merci beaucoup Nadine Revrato pour nous avoir éclairés et restons en contact pour les travaux futurs. Merci beaucoup pour cette invitation.